Bienvenue à cette nouvelle émission des Paroles à l'élu. Mon invité pour ce soir, M. Alexandre Iraka. M. Iraka, bonsoir. Bonsoir. D'abord, vous avez soufflé votre première bougie, on va dire ça comme ça, sur la première année au gouvernement. M. Couillard a dit qu'il fallait être réaliste. Le passé est exigeant, mais ce qui s'en vient est exigeant également. Vous, en tant que député, comment vous analysez cette dernière année? Alors, oui, effectivement, c'est une année qui est exigeante parce qu'on a fait un travail qui ne s'est jamais fait depuis les 40 dernières années au Québec, c'est-à-dire faire le ménage dans nos infrastructures, dans nos programmes et faire en sorte qu'on remette un budget équilibré pour une des premières fois depuis plusieurs années. Donc, c'était un exercice qui est difficile à faire. Maintenant, il ne faut pas retomber dans nos anciennes habitudes et faire en sorte que le prochain budget, on remette un budget déficitaire. On ne veut pas faire ça. Donc, la deuxième année va être encore difficile, exigeante. Mais je vous dirais que le ménage a été fait dans plusieurs structures, plusieurs programmes. On est en révision de certains programmes encore cette année pour être certain qu'on puisse éventuellement se dégager une marge de manœuvre et arriver avec un surplus pour qu'on puisse non seulement arriver avec un budget équilibré, mais qu'on puisse débuter à payer la dette du Québec pour ne pas remettre ça à nos enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent et se disent « Ah non, OK, la prochaine année va être aussi exigeante que la précédente », qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, on leur dit, et surtout aux jeunes, on leur dit, écoutez, c'est pas vrai qu'on va vous léguer une lourdeur hypothécaire. On veut laisser une marge de manœuvre aux jeunes pour qu'ils puissent toujours continuer à avoir de bons programmes sociaux. On a un des meilleurs programmes sociaux au monde et au Canada dans plusieurs domaines, en famille, en santé, en éducation. Il faut les maintenir, ces programmes-là. Puis si on ne veut pas les mettre en péril, bien, il faut absolument commencer à payer la dette du Québec et c'est ce qu'on s'apprête à faire, c'est ce qu'on va faire. On veut continuer à avoir de généreux programmes sociaux, on veut faire le ménage pour s'assurer qu'il n'y a pas de dédoublement, on veut faire en sorte qu'on revise des programmes qui sont subventionnés année après année sans se poser la question est-ce qu'ils se donnent ailleurs autrement, est-ce qu'il y a moyen de changer les choses pour qu'on offre une meilleure qualité de service en diminuant le nombre de subventions des programmes. Vous avez donné votre appui à une pétition de Mme Sylvia Ribeiro, si je ne me trompe pas, qui est la dame de la Petite Nation. Qu'est-ce que cette pétition-là? Alors, c'est une pétition qui englobe plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments dans cette pétition-là. C'est une pétition que je n'ai pas signée en tant que telle parce qu'il y a des points là-dedans où je suis plus ou moins d'accord, où ça va un petit peu trop loin en lien avec la Charte des droits et libertés, mais il y a un point pour moi qui est important dans cette pétition-là et je trouve que Mme Ribeiro a parfaitement raison. C'est le cas mécanisme, c'est-à-dire où un enfant ne doit pas être enterré au même endroit que son assassin. Alors, il n'y a aucune loi au Québec, partout ailleurs aussi, là, dans le monde, au Canada, il n'y a rien de spécifique là-dessus. Et dans le cas du cas mécanisme, c'est un jeune enfant qui a été assassiné violemment là, par son père. Je crois qu'il a été brûlé, là, vivant, en partie. Et, en tout cas, c'est une histoire assez horrible. Elle a donné la chair de poule. Exactement. Et la mère était dans un état tel qu'elle n'a pas pu prendre des décisions. Elle s'est retrouvée à l'hôpital en état de choc. Donc, la famille du père a décidé d'enterrer l'enfant au même endroit, parce que le père s'est suicidé, au même endroit que l'assassin, là, son père. Et donc, la mère a essayé de faire en sorte que sa dépouille soit enterrée à un autre endroit, mais ça n'a pas été possible. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Le ministère de la Justice, je pense, pourrait s'enquérir de cette demande-là et faire en sorte qu'on puisse au moins regarder les possibilités, analyser les possibilités pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un enfant qui soit enterré au même endroit que son assassin. Alors, ce point de la pétition-là, moi, je l'appuie et je pense que il y aurait peut-être un bout de chemin qu'on peut faire là-dessus. Si je m'abuse, vous en avez parlé avec votre collègue, Mme Vallée, de cette pétition-là? Oui, j'en ai discuté, j'en ai parlé, j'ai envoyé une lettre aussi à Mme Vallée pour que son ministère puisse regarder la faisabilité ou la possibilité, soit de faire un projet de loi, faire une procédure, une directive, pour qu'on puisse faire en sorte qu'un enfant qui est assassiné ne soit pas obligé d'être enterré au même endroit que son assassin. Alors peut-être dans une première
première étape, ce serait de répertorier les cas qui se sont produits au Québec. Il n'y en a peut-être pas des tonnes, mais je vous dirais qu'un, c'en est un de trop. En santé, maintenant, c'est officiel, depuis le début avril, les instances sont maintenant regroupées sur le CISCO, c'est bien ça? Oui, le CISO. CISO, pardon, j'ai mis une lettre de trop, le CISO. Rappelez-nous les bons côtés, justement, de ce regroupement des instances-là. Alors, voici le parfait exemple où on allège la bureaucratie, on allège les structures, on diminue le nombre de cadres, on fait en sorte qu'il y ait juste une voie de communication avec le ministère à Québec. Il y avait 10 regroupements administratifs, que de l'administratif qui s'occupait de la santé en Outaouais. On en a maintenant juste un. Alors, il y a de l'économie d'argent, de temps, d'énergie. Alors, il faut laisser le nouvel organisme se mettre en place, mais ça ne change absolument rien. Puis au contraire, là, ça ne change absolument rien dans les points de service, que ce soit l'hôpital de Buckingham, le CLSC de Saint-André, les autres points de service en Outaouais ne vont être que plus forts et énergiques. Ce n'est que le côté bureaucratique et administratif qui est regroupé à un seul endroit. Alors, on va laisser le temps à l'organisme de s'implanter, de bien faire les choses. Il y a un monsieur Tardif là, qui travaillait, qui s'occupait ici, qui était directeur du service professionnel dans Papineau, qui se retrouve PDGA, président, directeur général adjoint à le nouvel organisme, et je trouve que c'est une excellente chose. M. Hébert est PDG. Je leur ai envoyé chacune une lettre de félicitations et bon succès. Et je pense qu'ils vont avoir une écoute très attentive pour le comté de Papineau. La Fondation Santé, ce serait important de spécifier que tous les fonds que les gens, parce que là, les gens ont peut-être un peu peur de donner justement à la Fondation Santé, de peur que les fonds aillent dans les plus grandes agglomérations, on va dire ça comme ça. Les fonds demeurent pour le secteur. Absolument. Alors, tous les fonds qui sont ramassés pour la Fondation Papineau demeurent dans le comté de Papineau. C'est important que vous le mentionnez. C'est important de le mentionner aussi pour rassurer les gens. Toutes ces levées de fonds-là, qui sont faites comté par comté, bien, l'argent demeure dans le comté. Elle ne s'en va pas dans un gros pot pour la région, elle s'en va directement pour les services de proximité. Vous avez fait une promesse électorale, je remonte un peu, un an, le déménagement des 55 lits. Où le dossier en est rendu? Alors, le dossier avance très bien. On a reçu officiellement, là, il y a quelques semaines, le document final. Vous savez, c'est un dossier qui traîne depuis plusieurs années. Il y avait eu plusieurs corrections qui avaient été demandées au document initial par le ministère pour respecter certaines normes pour la grandeur des lits, la proximité des salles de bain pour les usagers, la largeur des corridors pour les personnes en chaise roulante, etc., etc. Donc, il y a eu plusieurs correctifs qui ont été apportés aux plans et devis qui ont été soumis. Maintenant, le document final, il n'y a plus d'autres corrections qui est demandé. Là. Je l'ai dans mon bureau. J'ai une copie à mon bureau ici à Buckingham. À Québec, il y a le document original. Alors, moi, je vous dirais que ça s'en vient bien. Alors, on chemine très bien dans ce dossier-là. Ça s'en vient bien. On peut avoir une pelletée de terre très bientôt? Alors, je n'ose pas vous dire une date, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille très fort à notre bureau pour faire acheminer le dossier. Je fais un petit retour sur la nouvelle instance, justement, en santé. Il y a quand même encore plusieurs mécontents. Il y a plusieurs personnes qui ont manifesté en avant de l'hôpital de Papineau il y a quelques temps et qui ont littéralement flusher, si vous me permettez l'expression, les offres patronales, 2 volets. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces gens-là qui manifestent? Vous dites de laisser le temps au temps d'agir à la nouvelle instance, mais les gens ne sont pas contents. Oui, bien, les gens ont manifesté, je pense, davantage pour la négociation collective pour leurs conditions de travail, leur salaire. C'est tout à fait correct. Je vous dirais que des manifestations, quand ça se passe bien, là, c'est un droit démocratique qui est important dans une société. On est en négociation avec le secteur public. Il y a des offres de part et d'autre qui ont été soumises. Moi, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'on puisse arriver à une entente avec les employés de l'État, une entente qui respecte la capacité des Québécois, de vous et moi, de payer le salaire des fonctionnaires de l'État. C'est important de dire que leur salaire va augmenter. L'offre qu'on a faite, quand même, en bout de piste, plus haut que l'inflation, que le coût de la vie, avec l'ordre de gradation des échelles salariales qui va faire en sorte que le salaire augmente de toute façon d'année en année. Maintenant, il y a des offres qui sont
sur la table. On est au début des négociations. Ça va se poursuivre jusqu'à l'automne. Moi, j'espère de tout mon cœur qu'il puisse y avoir négociation. Il y a des gens qui sont allés manifester en face de l'hôpital. C'est bien correct. Il y en a qui sont venus en face de mon bureau aussi. Puis je dois vous dire, puis je veux prendre l'occasion pour féliciter ces gens-là qui sont venus manifester. Aucun dommage, aucun graffiti. Ça s'est fait là, vraiment correctement. Les gens étaient quand même souriants. C'était quand même positif comme manifestation. Ils avaient des revendications, des demandes quand même pour leurs conditions de travail, ce qui est tout à fait correct. On a pris acte de tout ça et on va laisser le ministre du Conseil du Trésor négocier avec les syndicats. On va avoir la chance de revenir justement sur les manifestations qui, la dernière semaine de mars, pardon, c'était le festival des manifestations, on va dire ça comme ça. Je vais vous aborder sur les frais de garde. Le projet de loi, justement, pour les garderies, si je ne me trompe pas, il n'est pas passé. Non, le projet de loi 28 devait passer le 1er avril, avant le 1er avril, mais là, la joute parlementaire étant ce qu'elle est, l'opposition fait son travail et a contesté plusieurs articles dans le projet de loi 28 qui touchent beaucoup de choses, dont les frais de garde, et ça fait en sorte qu'il n'est pas encore adopté. Il va être adopté parce qu'on est un gouvernement majoritaire et à un moment donné, il va falloir adopter ce projet de loi-là. Mais pour l'instant, effectivement, il n'est pas adopté et les commissions scolaires, ce que j'ai entendu cette semaine, certaines commissions scolaires et les seules commissions scolaires au Québec qui ont voulu aller plus vite que les autres se retrouvent en Outaouais. Et eux, ils voulaient installer le système avant que le projet de loi arrive pour être certain d'être à jour lorsque le projet de loi sera adopté. Ils sont allés peut-être un peu trop vite parce qu'ils ont chargé déjà aux parents le 8 $ plutôt que le 7,20 $. Mais justement, 7,30 $, excusez-moi. Justement, est-ce que ces parents-là vont pouvoir être dédommagés d'une certaine façon? Est-ce qu'il va y avoir des mesures disciplinaires par rapport à ces frais qui ont été majorés avant l'adoption du budget? Première des choses, les gens n'ont pas à payer le 8 $. À l'heure actuelle, là, même s'ils reçoivent un papier de la commission scolaire ou une facture qui dit que c'est 8 $, ils doivent payer le 7,30 $ actuellement. Et là, ça ne sera pas rétroactif. Donc, et j'ai appelé les commissions scolaires à cet effet-là pour leur dire, écoutez, là, vous êtes allé un peu trop vite, il faut revenir en arrière. Alors, on me dit qu'il y a déjà la commission scolaire des travailleurs qui est revenue en arrière. La CSCV là, emboîterait le pas. Donc, vraiment, le coût, là, présentement, c'est 7,30 $. Ce n'est pas encore 8 $. Ça va être ajusté à 8 $ éventuellement quand la loi va être adoptée, mais elle ne l'est pas encore. Ça va très rapidement. Le Centre d'action culturelle et Merci de Papineau, vous avez remis un chèque. Pour quelle raison? Alors, c'est un centre qui fait plusieurs activités là, culturelles dans la Petite Nation. C'est un centre qui est très, très, très actif dans la Petite Nation. Il y a eu Expo Femmes qui font à chaque année. Alors, c'est des femmes qui exposent pendant une certaine période, là, quelques semaines. Et c'est important parce qu'il y a plusieurs artistes féminines dans la Petite Nation qui manquent d'endroits pour exposer et pour se faire connaître. Alors, ça me fait plaisir là, de remettre un chèque là, à cet organisme-là. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Racah. Ça me fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite déjà pour la semaine prochaine où M. Racah sera encore mon invité. On va continuer à faire le bilan de cette première année du gouvernement Couillard, le gouvernement libéral au pouvoir. Ne manquez pas, soyez futés, qui suit tout de suite après Parole à l'élu. Et mon nom est Josiane Hardy et je vous souhaite une bonne soirée. On se reparle la semaine prochaine.